de Sébastien Spitzer aux éditions Albin Michel avec le soutien de RCJ. Vous êtes sur RCJ. L'air du temps. Une émission animée par Marc Wielinski. Débat en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. Bonjour à tous, nous sommes en direct aujourd'hui, vendredi 1er 29 novembre, on n'est pas encore le 1er décembre. 29 novembre, nous allons parler de la Russie et de l'Ukraine. Russie-Ukraine, va-t-on vers une guerre mondiale? Nous le ferons avec nos deux invités aujourd'hui, Samantha de Bendern. Bonjour Samantha. Bonjour. Samantha, vous êtes chercheuse associée à l'Institut Royal des Affaires Internationales, Chatham House, spécialiste de l'Ukraine, mais aussi de la Russie, de l'OTAN et de l'Union européenne. Et Sergueï Girnov, essayiste, romancier, spécialiste des relations internationales et ancien officier du KGB. Bonjour Sergueï. Bonjour Marc, bonjour Samantha. Cela fait maintenant plus de 1000 jours que Vladimir Poutine a lancé sa guerre de conquête contre l'Ukraine. Celui-ci pensait reproduire un scénario du siècle dernier, Budapest 1956 ou Prague 1968. L'armée pénètre dans une capitale d'un État limitrophe, soumet le pays et remet au pas, en quelques jours, un régime jugé déviant. Ce n'est pas ce qui est advenu. La vigueur de la résistance ukrainienne et le soutien occidental a mis en échec l'armée russe, qui a montré à cette occasion la faiblesse de son équipement et l'incurie de son commandement. Alors Poutine a cherché des alliés. Il les a cherchés et il les a trouvés. La Chine, l'Iran, la Turquie et depuis quelques mois la Corée du Nord, qui a envoyé un contingent estimé à 10 000 soldats venus renforcer l'armée russe en mal de troupes fraîches. L'embrasement du conflit semblait inévitable. Pourtant, depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, lequel avait déclaré durant la campagne être capable de mettre fin à la guerre en 24 heures, la perspective d'un accord de cessez-le-feu refait surface. Dans cette perspective, la Russie jette toutes ses forces dans la bataille et multiplie les menaces, y compris nucléaires, pour arriver en position de force à la table de négociation. Les Européens, quant à eux, craignent qu'avec une Ukraine amputée de 20% de son territoire, un statu quo sur le terrain entériné par les Américains apparaîtrait comme une victoire de Vladimir Poutine et lui laisserait les mains libres pour initier de nouvelles guerres de conquête en Europe et en Asie. Mais les Européens auront-ils l'audace de s'opposer à ce plan, prenant le risque de transformer ce conflit régional, devenu international, en une guerre mondiale? Sur cette question, Samantha de Bendern. Alors, tout d'abord, il y a quelques jours, l'ancien patron du MI6, les renseignements britanniques, a dit que selon lui, nous sommes déjà dans une guerre mondiale, sauf que nous sommes en 2024. Les guerres ne sont pas celles comme on les envisageait, avec une guerre purement kinétique, c'est-à-dire d'affrontements dans des tranchées ou d'affrontements dans des champs de bataille, mais ce sont des guerres qui se déroulent sur plusieurs niveaux, y compris le sabotage, la cyberguerre et aussi la guerre d'influence. Et selon lui, la Russie, en tout cas, pense qu'elle est en guerre avec l'Occident et que cette guerre se déroule non seulement de façon physique sur le territoire ukrainien, mais elle se reproduit au Moyen-Orient avec les alliances les unes contre les autres. Elle se reproduit en Afrique, où là, on voit même aujourd'hui les résultats de l'influence russe en Afrique. Avec la sortie du Tchad, voilà, définitive des exactement, Français. Oui. Exactement. Donc, selon lui, c'est déjà une guerre, en tout cas mondialisée.
et que utiliser des termes du XXe siècle ne sont peut-être pas appropriés à des nouvelles guerres du XXIe siècle. Ce qui est clair, c'est que nous sommes en affrontement avec la Russie, nous, c'est-à-dire l'Europe. La Russie pense qu'elle est en guerre avec nous et que la question se pose, c'est est-ce que la Russie ira plus loin si elle a gain de cause en Ukraine? Poutine, je le rappelle, a transformé son économie quasiment en économie de guerre, avec plus de 6% du PNB dévoué à la défense. Bon, ce n'est pas les niveaux soviétiques, qui étaient beaucoup plus élevés, selon l'époque, entre 10 et 20%. Mais il augmente son budget de défense aujourd'hui qui fait 40% des dépenses de l'État. Ça, ce n'est pas un pays qui va arrêter de se battre. D'ailleurs, si la guerre s'arrête, ça pourrait être compliqué pour Poutine parce qu'il a besoin de cette guerre pour rester au pouvoir. Mais Sergueï, effectivement, Samantha dit, Poutine se sent en guerre contre l'Occident, se veut en guerre contre l'Occident. On voit bien l'agenda derrière. Mais est-ce que ça suffit pour que nous puissions penser qu'il y a véritablement un affrontement mondial maintenant? Parce que nous pouvons avoir quand même une impression un peu différente du côté occidental. Vous savez, après, c'est une question, c'est un point de vue. On peut trouver les arguments pour, les arguments contre. Déjà, par exemple, sur le début de cette guerre, moi je dis que cette guerre a commencé en 2008, peut-être même avant, parce que la guerre en Géorgie, c'était déjà ça faisait déjà la partie de la guerre de Poutine contre l'OTAN et contre le camp occidental. D'ailleurs, pour les mêmes raisons. Parce que en fait, la Géorgie aussi a voulu se rapprocher de l'OTAN. Samantha peut en parler beaucoup plus, puisque tu y étais. Non, j'étais déjà partie, mais j'étais dans tout l'avant. Tu étais au courant et tu as préparé en quelque sorte en fait, cette arrivée de nouveaux pays de l'OTAN, y compris la Russie. En fait, si on prend la question théorique, vous savez, même, je crois que la Troisième Guerre mondiale a eu déjà lieu. C'était la guerre froide qui a duré de 1946 à 1992. Et en fait, quand Samantha nous a raconté ce qui se passe actuellement dans le monde, ça s'est passé exactement la même chose entre 1946 et 1992. Ça veut dire qu'en fait, il y avait deux camps idéologiques retranchés, plus un camp d'observateurs qui tantôt se ralliaient à l'un ou à l'autre. Et en même temps, il y avait les guerres chaudes, locales, dans lesquelles les grandes puissances intervenaient, mais interposées par les proxys, donc la guerre de Corée, la guerre de Vietnam, la guerre d'Afghanistan, Nicaragua, Mozambique, Angola, etc., etc. Et donc, en fait, on vit déjà le quatrième en fait conflit mondialisé, et je crois que ce n'est pas c'est là où, à mon avis, le monde occidental se trompe, parce que surtout quand vous entendez les officiels français, ils disent non, on n'est pas en guerre avec la Russie. En fait, personne ne leur demande leur avis. Ils sont en guerre malgré eux. C'est-à-dire que c'est Poutine qui a décidé cette guerre, et en fait, il a entraîné le monde entier avec lui. Pour moi, c'est un suicide déjà pour la Russie, parce que Poutine, la première victime de cette guerre, et ça, il ne faudra pas oublier de le dire, c'est la Russie. Poutine est en train de détruire son propre pays, son propre peuple. Il est en train de se détruire lui-même et son régime, parce que ce régime va s'écrouler avec cette guerre. Et il a déjà perdu, je l'ai dit le 24 février 2022, qu'il a déjà perdu cette guerre une fois lorsqu'il a commencé. Mais ça va prendre du temps. Et malgré ça, il nous entraîne avec lui, parce que derrière l'Ukraine, vous avez actuellement une coalition de 54 pays qui fournissent les armes. Et même si ces pays disent, nous, on n'est que les fournisseurs, on vend les armes, mais bon, quand vous choisissez de fournir les armes à un camp et pas à un autre, ben, vous participez quand même. Il y a autre chose, comme Samantha a dit, Poutine mène une guerre hybride contre les pays qui font cette coalition. Il ne la mène pas en Chine, il ne la mène pas en Corée du Nord. Et puis, il était au début, il paraissait au début tout seul face à ce bloc occidental, ou ce bloc du
nord. Et en fait, il a réussi à entraîner avec lui, comme vous avez dit... Il a quand même réussi à créer une espèce d'axe avec l'Iran et la Chine, qui savait... Avec et la Corée. Avec tous les régimes dictateurs. Mais déjà, vous savez, comment il s'appelle, Bachar Assad, il a réussi à créer l'axe avec lui bien avant. L'Iran, il a créé l'axe avec lui bien avant. La Corée du Nord était dans l'axe de Russie bien avant. La Chine, n'oublions pas la Chine, parce que la Chine fait semblant de ne pas y participer. En réalité, elle participe aussi dans cet axe. Donc voilà. Il aura au moins réussi ça, qui est de solidifier cet axe qui était déjà latent, et donc d'une certaine façon de faire émerger deux blocs antagonistes. De fait, oui. Oui. De fait, oui. Mais moi, si vous permettez, oui, il a réussi à le faire, mais je crois que cet axe, ce bloc est beaucoup moins solide que le nôtre. Nous sommes quand même unis par des valeurs communes. Des valeurs communes qui sont, quand je dis nous, je parle des pays de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'axe occidental qui va jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, en passant par le Japon et bien sûr les États-Unis. C'est ce soi-disant bloc, ce soi-disant axe que Poutine a réussi à fédérer autour de lui, ne sont pas forcément des pays qui sont naturellement amis. La Russie et la Chine ont quand même, depuis l'époque soviétique, depuis l'époque tsariste, sont passés d'état de rivaux à l'état d'amis. La Chine, oui, elle aide la Russie, mais elle est quand même dans une situation très inconfortable parce que pour son commerce extérieur, elle dépend énormément des États-Unis et de l'Occident. Ça risque de se passer relativement mal pour elle si Trump va vraiment mettre les tarifs qu'il promet de mettre sur la Chine. Et si vous voulez, l'Iran, oui, le régime iranien soutient, enfin en tout cas, fait du commerce militaire avec la Russie. Idéologiquement, je ne vois pas beaucoup de ressemblances entre le régime iranien et la Russie. Si on oublie les espèces de derniers délires religieux, j'allais le dire de l'ayatollah Kirill, du patriarche Kirill qui parle... Je connais bien Sergueï. Voilà, que connaît très bien Sergueï dans son livre Les pires amis. Voilà, l'ayatollah Kirill, qui parle des chrétiens qui n'ont pas peur de mourir dans une guerre mondiale parce que de toute façon Jésus viendra les sauver et jugera les bons et les mauvais. Là, on a l'impression d'entendre carrément du djihadisme quand on entend ça. Mais toute blague à part, la Russie et l'Iran ne sont pas des alliés naturels et sans même parler de la Corée du Nord. Donc oui, c'est une alliance qui est unie contre l'Occident. Mais ils ne sont pas unis autour d'une idée fédératrice. C'est pour ça que, de mon point de vue, ce n'est pas quelque chose qui serait durable dans la durée si l'Occident arrive à, au contraire, trouver un moyen d'accrocher la Chine dans le camp occidental via le commerce. Et puis, peut-être qu'une défaite militaire de la Russie en Ukraine amènerait à un changement de régime en Russie. Mais Samantha et Sergueï, alors là, on est en pleine géopolitique. On aimerait partager votre optimisme. Mais je ne suis pas optimiste. Non, mais enfin, sur le fait que, quelque part, comme Sergueï a dit, Poutine a déjà, d'une certaine façon, perdu la guerre. Mais la situation en Occident a quand même évolué avec l'arrivée du futur président Donald Trump, dont on connaît en tout cas les pulsions isolationnistes, et aussi la situation difficile économique et politique de l'Europe actuellement. Donc, on se dit que, vous avez dit Samantha, que l'axe occidental, appelons-le comme ça, était moins fragile que l'axe asiatique. Voilà, on demande à être convaincu. Vous êtes un peu là pour ça, pour nous convaincre. Mais... Justement, on est rarement, la plupart du temps, on est d'accord avec Samantha. Mais là, je ne partage pas son optimisme. Ah, voilà. Je ne partage pas son optimisme parce que justement, en fait, tu as dit, le camp d'en face, il est complètement hétéroclite. Donc, il n'y a pas une idée qui les unit, sauf la haine de l'Occident. Mais c'est une idée très forte, la haine de l'Occident. Et souvent, en fait, la haine réunit beaucoup plus que l'amour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on regarde le camp occidental, en fait, ça, je dis toujours aux Ukrainiens qui m'interrogent, je leur dis, il n'y a pas d'Occident.
L'Occident, c'est un système intellectuel qu'on a inventé pour faciliter un tout petit peu les explications. En réalité, les 54 pays ont chacun leur histoire, ont chacun leur gouvernement, ont chacun leur politique, chacun leur enjeu. Et ce qui se passe en Occident depuis 30 ans est plutôt désolant, parce que déjà, les dernières personnes en Occident qui combattaient pour les idées, c'était soit Churchill, qui était ami de ta famille, ou après Reagan et Margaret Thatcher. Eux, ils se positionnaient en tant que lutteurs contre l'axe du mal et pour les idéaux. En fait, en Occident actuel, il n'y a pas cette lutte-là. Et au contraire, Donald Trump, il ne lutte absolument pas, il n'a aucun idéal. Déjà, il n'est pas républicain, il est juste opportuniste et populiste. En Europe, c'est exactement la même chose. Quand tu parles de l'unité de camp occidental, moi je vois toujours Orban, je vois toujours Fico, je vois la moitié de Bulgarie qui est pour Poutine, je vois les Roumains qui votent pour un pro-Poutine, je vois toutes les partis d'extrême droite qui reçoivent sinon de l'argent, autrement des sympathies dans le camp de Poutine. Non, je crois que le camp occidental est aussi séparé que le camp d'en face. Mais Sergueï, vous dites qu'il n'y a pas d'idéologie ou il n'y a pas de défense de valeurs du côté occidental. Du côté de l'axe oriental, appelons-le comme ça, il n'y en a pas non plus. La Troisième Guerre mondiale, c'était aussi une guerre idéologique entre un bloc soviétique et... Troisième Guerre mondiale, c'était une guerre... Et la deuxième aussi, puisqu'il y avait une idéologie oui. Nazie, enfin... fasciste et suprématiste, on dirait maintenant, qui réunissait le Japon, l'Italie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'idéologie, mais disons que... on a l'impression qu'il n'y en a plus. En fait, le camp occidental, on a l'impression qu'il ne veut pas mourir pour les idées. Oui, je suis malheureusement d'accord avec beaucoup de ce que Sergueï a dit, mais je pense que le camp oriental est encore plus désuni si on enlève cette haine de l'Occident. Et c'est là où je crois il y a beaucoup de travail à faire du côté des Occidentaux pour contrer la propagande et la désinformation, surtout russe, mais aussi chinoise, qui est la chose qui est en train d'affaiblir nos sociétés. Tous les phénomènes dont Sergueï a parlé, la montée des partis pro-russes en Bulgarie, en Roumanie, en Slovaquie, la montée des extrêmes, surtout de l'extrême droite, dans toute l'Europe, qui est... Et de l'extrême gauche. Et de l'extrême gauche aussi. Les deux extrêmes, tout ça, ce sont des mouvements. Il y a énormément de livres et de documents qui montrent qu'il y a un financement russe, surtout un financement russe, derrière l'encouragement de ces extrêmes. Je vous donne un exemple très intéressant, c'est celui de l'Estonie, où il y a un parti d'extrême droite anti-russe qui a été financé par Wagner, par Yevgeny Prigojine, qui lui-même était un proxy de l'État russe, parce que ça sème le chaos. Mais je maintiens quand même que pour le moment, je crois qu'en Occident, nous avons un sentiment d'unicité autour de certaines idées. Nous ne sommes peut-être pas prêts aujourd'hui à mourir pour ces idées parce que la plupart des gens ne pensent pas que ces idées sont menacées. Et c'est pour ça que ce que Sergueï dit est très intéressant, parce qu'il faut que les gens se réveillent et se rendent compte que la liberté dont nous jouissons ici en France, par exemple, la liberté d'expression, la liberté d'être qui on veut, de vraiment de mener la vie, de croire en ce qu'on veut croire, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut partir très très vite, qui peut vous être enlevé très très vite. Et là, je vois un très grand danger aux États-Unis, où il y a une idéologie extrêmement, qui se dit non idéologique, mais qui est très idéologique. C'est une idéologie avec des concepts religieux extrêmement forts, des concepts qui sortent du complotisme, qui sont extrêmement forts, un désir de se débarrasser d'un fonctionnaire qui ne sont pas d'accord avec vous, ça va totalement contre un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est d'avoir des institutions indépendantes. Et là, je rejoins Sergueï, mais nous, en Europe, il faut qu'on se réveille, parce que nous avons des idéologies communes entre Européens. C'est ça qui a poussé la création de l'Union européenne. Il ne faut peut-être pas l'oublier et peut-être se demander si on est prêt à se battre pour ces idées. En fait, moi, au début, j'étais même assez optimiste au début de la guerre parce que, à mon avis, personne ne s'attendait que l'Europe s'unisse aussi rapidement et d'un bloc commun contre Poutine. C'était une surprise pour tout le monde. Ouais. A priori, même pour l'Europe elle-même. Hein. Ouais. L'Europe ne s'est jamais réunie de telle façon et aussi massivement. Mais bon,
Ça s'est passé, ça s'effrite, ça s'est passé quand même assez rapidement la grande vague enthousiaste. Et je dirais que dans notre discussion, il ne faudra pas oublier non plus qu'il y a encore un conflit qui fait partie de cette guerre, qui est le conflit au Proche-Orient, qui a les mêmes conséquences ou qui ressemble presque les mêmes camps, parce que l'Israël se trouve dans le camp occidental et vous avez l'Iran, vous avez Hezbollah, vous avez Hamas, qui, comme par hasard, quand l'armée israélienne s'est retrouvée au sud de Liban, il a retrouvé les armes russes dans les stocks de Hamas, dans les stocks de Hezbollah. On a parlé des boéviques de Hamas qui étaient entraînés en Syrie par les Russes. On a retrouvé les armes russes et ukrainiennes fournies par les Russes à Hamas. Poutine reçoit les délégations de Hezbollah et de Hamas. Poutine reçoit les talibans à Moscou. Actuellement, ils sont en train de voter à la Douma la loi qui leur permettra de ne plus reconnaître comme l'organisation terroriste les talibans. Poutine, et en même temps, en fait, vous savez, il y a beaucoup d'extrême droite, par exemple en France et en Europe, qui dit Poutine, c'est un défenseur de chrétienté, en fait, dans cette opposition à l'islamisme terroriste et politique. C'était son positionnement il y a quelques années. Et ça reste toujours sur le papier. Mais en réalité, vous savez, c'est comme l'autre jour sur le plateau d'Elysée, j'ai rappelé quand vous regardez non pas ces mots, mais avec qui il fait la guerre et avec qui il fait la paix, eh ben, il fait la paix avec Hezbollah, avec Houthite, avec l'Iran, avec Kadyrov, avec Azerbaïdjan, avec Hezbollah, etc. Et il fait la guerre à qui? À la Géorgie chrétienne. Il a lâché l'Arménie chrétienne et il fait la guerre aux Ukrainiens orthodoxes et slaves et il les tue par milliers, y compris son propre peuple. Donc, en fait, Poutine est un islamiste. Mais est-ce qu'il n'est pas devenu un peu, d'une certaine façon, effectivement, le fer de lance de ce bloc qui se sert autant de lui, autant de lui que lui se sert de ses alliés? J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ça. Il faut le rappeler, y compris Donald Trump. Il faudra lui rappeler tout ça parce que lui, il croit que Poutine, c'est son ami, c'est un allié, c'est un partenaire avec lequel on peut commercer. Il oublie qu'avec qui Poutine a signé avec la Corée du Nord, je vous rappelle aussi, en fait, on est dans un monde où personne ne réagit. La Corée du Nord, c'est un pays qui se trouve sous les sanctions onusiennes. Il y a plusieurs résolutions qui ont été votées. Vous ne pouvez pas commercer avec le pays. Vous êtes obligé, il y a tous les États qui croisent un bateau nord-coréen en pleine mer est dans l'obligation par les Nations Unies de l'arrêter et de vérifier ce qu'il transporte ce bateau. Et Poutine a signé un accord d'État pour rentrer en coopération militaire avec ce pays et ramener les soldats de la Corée du Nord en Europe. Et personne ne croit réagir. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Macron a lancé une petite phrase. Oui, les pays, le temps peut-être enverra un jour, peut-être les soldats en Ukraine. Ça fait l'effet d'une bombe. Et là, il y a les Coréens du Nord qui se battent en Europe pour la première fois depuis Genghis Khan, et personne ne réagit. Mais est-ce que c'est pas aussi un épisode supplémentaire de la faïtte de l'ONU? L'ONU est morte. Mais de toute façon, l'ONU est morte comme la Ligue des Nations. Vous savez, c'est les tribunes qui... En fait, c'est une tribune qui était importante à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Faut pas négliger quand même son rôle de stabilisateur après la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'ONU, c'est une organisation qui consacrait aussi le partage du monde, de Yalta, de Potsdam, etc. Ça veut dire et en fait, c'est une organisation qui était très bonne pour prendre les bonnes résolutions, mais comme elle n'avait pas la police pour appliquer cette règle, ni la justice qui fonctionne, c'est une organisation qui est impuissante. On a bien vu ce qui s'est passé au Liban avec les résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées du côté du Hezbollah. Entre autres. Ouais. Samantha.
Non, mais moi, je voudrais peut-être un petit peu revenir sur ce manque de réaction de la part de l'Occident. Il y a plusieurs, ça se décline sur plusieurs phases. D'abord, il y a la phase des sanctions. Les sanctions qui ont été appliquées, là encore, à compte-gouttes. Depuis une dizaine de jours, enfin moins d'une dizaine de jours, la banque Gazprom, qui est une banque qui appartient à la société Gazprom, qui est la plus grosse société gazière du monde, vient d'être sanctionnée. Qui était. Maintenant, elle l'était, oui. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en plus, les actions se sont écroulées. Et puis, elle ne peut plus vendre son gaz ni l'extraire à cause des sanctions qui commencent petit à petit à marcher. Mais les sanctions qui ne sont pas respectées par des acteurs occidentaux eux-mêmes. Je vous donne un exemple. On n'a pas le droit, les Allemands n'ont pas le droit d'exporter des voitures neuves en Russie. Que fait BMW ? Eh bien, ils sortent les voitures de l'usine, ils leur font faire 10 km, ce ne sont plus des voitures neuves, elles peuvent être vendues en Russie. Ah oui, ils en font des voitures d'occasion, quoi. Des exportateurs occidentaux qui vendent des pièces détachées, qui vendent des machines-outils, des choses qui sont importantes pour l'effort de guerre russe, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, qui ont vu leurs échanges commerciaux avec l'Union européenne se multiplier de plusieurs centaines de pourcents. Voire 1000% pour le Tadjikistan, pour certaines. Voilà. Donc, si vous voulez, et c'est pas parce que du jour au lendemain, l'industrie kirghize ou tadjik est en train de se développer. C'est ensuite tout réexporté vers la Russie. Le monde entier le sait. Donc, d'abord, il y a un manque de réactivité. Deux, depuis des années, les agences de renseignement occidentales avertissent sur l'ingérence russe dans nos systèmes électoraux. L'exemple le plus flagrant, ça a été l'ingérence des Russes dans l'élection aux États-Unis en 2016. Là, le FBI a été averti, il a été averti par des membres du renseignement britannique, par des membres de la CIA. Ils n'ont pas agi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agi ? Aujourd'hui encore, des questions se posent. Parce que le pouvaient-ils ? Alors, ils avaient les informations avant les élections. Ils ne les ont pas rendues publiques. Ils ont rendu public, soi-disant parce qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir, parce que ça aurait montré qu'ils étaient en train d'intervenir pour influencer les résultats. Mais ça ne les a pas empêchés d'intervenir sur les soupçons, sur les emails de Hillary. Mais toutes les informations qu'ils avaient sur Trump, et maintenant c'est documenté, c'est dans le domaine public, ça se trouve que le FBI avait des informations avant les élections sur les tentatives d'ingérence des Russes dans ces élections. Ils ne les ont pas rendues publiques. Personne ne sait pourquoi. Donc, si vous voulez, il y a, et certaines personnes du FBI disent pourquoi. Après... Il y a un moment donné où, si on jette le discrédit sur le système électoral lui-même, là, vous mettez à mal la démocratie, puisque les gens ne vont plus croire. Et Trump a été le premier à le faire. Ça, ce n'est pas jeter le discrédit sur le système électoral, c'est jeter le discrédit sur un candidat. Ce n'est pas la même chose. Jeter le discrédit sur le système électoral, c'est ce que Trump a essayé de faire. C'est ce que tous les proxys russes essaient de faire, c'est d'essayer de mettre, de discréditer la façon dont le vote, la façon mécanique dont les votes ont lieu, dans le geste de mettre le bulletin dans l'urne ou de l'envoyer par courrier, le geste de faire, de compter les votes. Ça, c'est faire un discrédit sur le système électoral ou bien alors sur les lois de comment un parti est élu ou pas. Mais exposer des craintes sur un candidat, c'est tout à fait autre chose. Alors que le FBI décide de ne rien faire, de n'agir sur aucun candidat, ok, mais d'en agir sur un et pas sur un autre, des questions se posent. La réponse qui est obtenue aujourd'hui, ça encore c'est dans le domaine public, c'est que les personnes qui ont reçu ces dossiers trouvaient que c'était tellement grossier, tellement énorme qu'ils ne voulaient pas y croire. Et c'est ça le problème avec l'ingérence russe dans nos sociétés, c'est que c'est tellement énorme qu'on a de la difficulté à y croire. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. On a l'exemple en France. Il y a quand même une des candidates au deuxième tour de l'élection présidentielle qui, entre deux tours, est allée au Kremlin pour rencontrer un chef d'État étranger pour se faire adouber. Marine Le Pen, qui était reçue en 2017 pendant l'élection contre Emmanuel Macron. Et c'était tellement gros que même dans son parti, ils n'ont pas compris, parce qu'en fait, ils prônent, soi-disant, le nationalisme, le souverainisme, etc. En fait, le parti qui était financé par les banques russes, après, c'était tellement gros qu'ils ont changé, donc ils ont caché un tout petit peu. Ils ont pris une banque plutôt slovaque, je crois, ou hongroise. Ils ont pris aussi une banque qui était basée en République tchèque, mais qui était la Russia Czech Bank.
Tout à fait. Donc en fait, ils ont juste caché derrière un petit paravent. Ouais. Mais c'était tellement gros, ça aurait dû être interdit à un candidat à l'élection présidentielle d'aller converser avec les chefs d'État étrangers pendant l'élection présidentielle. Donald Trump a rencontré les chefs d'État. Il y a Orban qui est allé rendre visite aux candidats américains. Mais de quel droit un chef d'État européen va rencontrer un candidat, un des candidats, etc. Bon, après, on peut le reprocher aussi à Zelensky, mais il a rencontré les deux. Zelensky a rencontré et Kamala Harris et Donald Trump. Mais par exemple, Orban, il est allé voir juste Donald Trump. Donc, en fait, c'est vrai que c'est à se poser les questions. Ouais. C'est à se poser des questions aussi sur le type de réaction que justement les Occidentaux, les Européens sont capables ou même les Américains d'ailleurs, sont capables de mettre en place. Parce que est-ce qu'il y a quelques années, il y avait une presse très puissante aux États-Unis, un peu moins en Europe. En Europe, elle ne l'est plus du tout. Aux États-Unis, elle l'est beaucoup moins. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de faillite aussi de la presse américaine? Je crois qu'on a changé de mentalité. Parce que souvenez-vous, on peut encore regarder les années 70, 60, 80, quand un journal style Canard enchaîné sortait une enquête, il y avait un ministre qui sautait, il y avait un chef de parti qui sautait, il y avait un chef de quelque chose qui sautait. Maintenant, on peut publier n'importe quoi, en fait, personne ne saute. Vous vous souvenez de qui? Strauss-Kahn. C'est le dernier scandale politique en France. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a quand même des gens qui sautent, mais c'est surtout pour des histoires sexuelles. C'est soit du sexe, soit de l'argent. Ouais. C'est rarement sur des enquêtes très profondes. Aux États-Unis, pour la première fois, on a élu un criminel qui était reconnu comme tel, un criminel pénal qui était reconnu comme tel par la Cour de justice américaine. On ne lui a pas donné sa peine, mais on l'a reconnu coupable d'un crime pénal. Et pourtant, le peuple américain l'a élu. Ouais. Mais on a quand même celui qui aurait été ministre de la Justice qui a dû finalement retirer sa nomination parce qu'il y avait trop de scandales sexuels autour de lui. Mais une chose que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Sergueï... C'est intéressant, juste je finis là-dessus. C'est très intéressant, Samantha, ce que vous dites, c'est que effectivement, c'est des scandales sexuels qui sont évidemment très, très importants. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus de scandale politique. C'est pour ça que je parlais de mort des idéologies. Oui, parce qu'il y a quand même des choses, et Sergueï le soulevait, des fautes politiques graves dont on a l'impression que je suis totalement d'accord avec vous. Et moi, j'ai une explication aussi, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'informent différemment. Si vous voulez, d'abord, plus personne n'a confiance en la presse. Il y a cette expression que je déteste, qui est, en anglais, c'est la mainstream media, c'est la presse traditionnelle. Que vous parlez à des gens qui ont 20, 30 ans, il y a un mépris total pour le journaliste traditionnel. Toutes les informations passent par les réseaux sociaux, TikTok, X, Facebook. Bon, Facebook, c'est plus pour les vieux, mais TikTok et X. Et là, ce sont les informations qui ne sont pas vérifiées. Il n'y a plus vraiment de compréhension de ce que c'est qu'une information vérifiée ou pas, du métier de journaliste, de sa déontologie, de l'obligation de vérifier les sources avant de publier. Aujourd'hui, toute information a une valeur égale. Une information que vous avez passé 10 ans à vérifier avec des multiples sources, ou alors quelque chose que vous avez sorti sur Internet, aux yeux du grand public qui s'informe, ça a une valeur égale. Et là, c'est là le plus grand risque, à mon avis, pour notre démocratie. C'est que plus personne ne sait ce qui est vrai ou ce qui est faux, il n'y a plus de vérité. Et là, je sais qu'il y a des groupes de réflexion au niveau européen sur comment éduquer les enfants à l'école pour avoir une grammaire de l'information, comprendre comment, quand on lit un texte, savoir si on peut faire confiance ou pas, et l'importance du métier de journaliste qui est celui qui doit inspirer confiance. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance aux journalistes, plus personne n'a confiance aux personnalités politiques, et c'est vrai que beaucoup de personnalités politiques n'inspirent pas. Parce que avoir un discours fort, avoir un discours clivant, c'est une façon de se démarquer politiquement. Les gens aujourd'hui aussi ont peur de dire des choses parce qu'après il y a cette espèce de réaction dans les réseaux sociaux et la violence qui vient avec.
Et c'est ça, nous sommes dans une époque très différente qui a basculé beaucoup plus rapidement que nos sociétés. Et les lois n'ont eu le temps de s'adapter. Et c'est encore pire. Et c'est encore pire parce qu'arrive l'intelligence artificielle qui aggrave le truc parce que d'un côté, je crois que je ne vais pas révéler un grand secret, le fils de Samantha vient de gagner un concours de Google, justement, avec sa start-up, pour justement avoir un mécanisme, un logiciel qui permet de déchiffrer en fait les discours et de démentir le vrai et du faux. Sauf qu'ils utilisent aussi l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle a été déjà pris en flagrant délit ou délire de nous fabriquer en fait de fausses nouvelles. Donc en fait, elle apprend. Mais ils vont l'améliorer. Et elle apprend, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais elle apprend très vite. Et ça veut dire que en fait, on arrive à la situation où avec deepfake et intelligence artificielle, on perd complètement la notion de ce qui est vrai et n'est pas vrai. Ça veut dire que maintenant, même quand on montre quelque chose qui avant nous persuadait, c'est-à-dire quand on voit une vidéo sur laquelle avec nos propres yeux on voit quelque chose se passer, maintenant il faut absolument il faut pas réagir parce que maintenant rien n'est garanti. Il faut tout vérifier et voilà. Donc on est arrivé effectivement au moment où les réseaux sociaux nous ont réunis et en fait n'importe quelle idée se propage comme la traînée de poudre et en même temps rien n'est vérifié et bientôt pas vérifiable. Ouais. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'on a eu des phénomènes, je prends ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois, où on sait très bien que Azerbaïdjan, qu'il y a eu l'Azerbaïdjan, d'autres pays, donc probablement les Russes derrière, hein. donc la Russie, qui a déstabilisé et a réussi à déstabiliser quand même ce territoire d'outre-mer qui est d'ailleurs économiquement à genoux. Ça continue, ça continue. Et il n'y a pas que ce territoire. L'Azerbaïdjan en fait a soutenu maintenant tous les séparatistes. Tout le monde le sait. Et effectivement, on a l'impression que je ne sais pas si c'est une volonté ou un manque de volonté plutôt qu'un manque d'outils. Par quel outil ? À mon avis, c'est le manque de volonté parce qu'en même temps, dans ce pays vient de se tenir la COP 29, donc Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, donc en fait une COP qui est présidée par les Nations Unies et nous avons vu en fait, mais bon là on tourne en rond hein, parce que ces mêmes Nations Unies, Guterres, qui est le secrétaire général, se permet de ne pas aller à la conférence de paix en Suisse où sont réunis 100 pays du monde et 10 organisations internationales et aller au Kazan embrasser Poutine et Xi Jinping. Et donc, en fait, c'est vrai que on marche sur la tête. Et donc, bien évidemment, on se retrouve après avec toutes ces complications sur un champ de guerre qui est une vraie guerre chaude. Et donc, qui soutient qui lutte avec qui. Et on revient vers la menace de Poutine permanente de la guerre mondiale. Ça veut dire qu'en fait, il nous prend tous en otage et avec son ami Kirill qui mène même une guerre idéologique djihadiste parce que Poutine a tenu exactement le même discours djihadiste en 2018. Djihadiste chrétien là. Djihadiste, enfin chrétien, à mon avis djihadiste communiste ou je sais pas quoi, tchéquiste, parce que vous vous souvenez quand il a dit en fait dans la Deuxième Guerre mondiale si la Russie n'existe pas, le monde ne mérite pas d'exister. Et il a dit que si jamais il y a une guerre, bah nous on ira au paradis, les autres vont juste crever. Alors en fait, il tient ce discours absolument délirant, idéologique, et on a l'impression que personne n'est ému par ces discours. Samantha Bern. Non, pour revenir un petit peu sur vous avez parlé de la désinformation, de ce que l'Azerbaïdjan a fait en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment une répétition de ce que les Russes ont commencé surtout à faire à partir de 2016, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux pour cibler des populations vulnérables et les bombarder d'informations qui les feront voter ou agir dans un sens ou dans l'autre. Et le problème qu'on a avec ça, pourquoi est-ce que nos gouvernements ne font rien ? Parce que là, on se heurte à un principe fondamental. Une des bases de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est jusqu'où va la liberté d'expression. Alors, aux États-Unis, avec Elon Musk, il y a tout un débat qui est ouvert. C'est même pas un débat pour Elon Musk, c'est qu'il faut pouvoir tout dire. Et il n'y a pas une différenciation entre avoir une opinion, et là,
Liberté d'opinion, ok, mais liberté de propager des informations fausses, non. Et il n'y a aucune sanction aujourd'hui, où que ce soit dans le monde, en tout cas aucune sanction vraiment appliquée pour la propagation de faits faux, enfin de mensonges. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, puisque vous avez l'air d'être dans la partie, en tout cas par l'intermédiaire de votre fils, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, faire la même chose, c'est-à-dire faire des fausses informations sur Télégraphe, sur Baidu, sur... mais nous pourrions le faire, mais ce serait être totalement contre ce que nous représentons. Oui, mais c'est la guerre. Oui, mais est-ce qu'on va devenir notre ennemi? C'est ça, la guerre, l'ennemi aura gagné sa guerre quand il vous a transformé en ce qu'il est lui-même. Et nous devons lutter contre ça. Et c'est difficile. Moi, c'est une question. Très churchillien. Non, mais c'est une question que je me pose en permanence. Mais comment finalement conquérir votre ennemi? Soit vous pouvez lancer des dizaines de milliers d'hommes, surtout des hommes en chair à canon, soit vous essayez de le changer de l'intérieur et vous le transformez en vous-même. Jusqu'à ce que lui-même ne... Vous savez, il y a un grand propagandiste poutinien qui a écrit en 2019 dans un journal russe qui s'appelle Rossiyska Gazeta. Il a écrit, vous savez, on nous accuse, nous les Russes, d'avoir des ingérences dans les systèmes électoraux occidentaux. Nous allons bien plus loin que ça. Nous nous immisçons dans leur cerveau à tel point que ils ne savent même plus eux-mêmes ce qu'ils pensent. Et c'est ça, que l'Occident soit beaucoup plus robuste pour contrer la désinformation et envoyer des informations vraies sur telle ou telle situation, absolument. Il y a... Donc, répondre à la fausse information par l'information vraie, alors, c'est ça? Il y a surtout en train de dire non, ça c'est faux et le démontrer par A plus B plus C. Faire, avoir des outils c'est un horrible mot, propagande, mais d'expliquer des choses de façon agréable, accessible à tous, pourquoi pas? Mais envoyer des mensonges, moi je suis absolument formellement contre, parce que nous nous transformons en l'autre. Et justement, nous devons rester qui nous sommes. Et je trouve que c'est vraiment une des choses les plus importantes. Alors, il y a des cellules, l'Union européenne a une petite cellule qui s'appelle Stop Fake, arrêter les fakes. Mais il faut comprendre que du côté russe et maintenant aujourd'hui du côté chinois, il y a des informations à l'échelle industrielle, que c'est né de divisions dans le KGB que Sergueï connaît infiniment mieux que moi, où des gens avaient comme seule information de mener une guerre, comme seul objectif de mener une guerre informationnelle contre l'Occident. Nous sommes en position défensive et il faudrait être plus offensif, mais offensif sans pour autant le faire par des mensonges. Je crois que nous avons assez de vérité positive de notre côté pour ne pas avoir besoin d'avoir recours aux mensonges. Sergueï Girnov. C'est génial, mais c'est très idéaliste. C'est très idéaliste. Parce que le problème, c'est toujours ça. Regardez déjà comment fonctionnent les mécanismes quand on salit quelqu'un. En fait, on publie quelque chose qui le salit, et puis après, l'info qui était jugée par une cour, et donc on oblige le journal de publier, en fait, comment on dit, rétablir les vérités, etc. Ce sera publié sur 123e page, un petit encart que personne ne va lire. Et c'est exactement la même chose. En fait, il y a des services actuellement, par exemple, sur les radios publiques, beaucoup, sur France Info, par exemple, ou sur France 2, ou sur France Inter, le décryptage de fake news, mais très peu de gens les écoutent. Oui. En fait, c'est juste les intellectuels qui les écoutent. En fait, le grand public les écoute pas. Quand ils écoutent les émissions dans lesquelles on raconte n'importe quoi, on se tire le chignon, et personne ne va après vérifier. Mais il faut mettre de l'argent, il faut mettre beaucoup de moyens et aller à l'offensive. Et c'est ça qu'aucun gouvernement occidental ne fait. Personne, c'est toujours en réaction, et c'est la même chose avec Poutine. C'est une réaction contre les fake news, c'est une réaction contre les invasions des pays étrangers, c'est une réaction contre les bombardements. Il n'y a jamais aucun moment offensif. Là, pendant que Poutine développe ce fameux nouveau missile Oreshnik, eh bien, l'Occident est en train de se dire, bon, mais est-ce qu'on peut peut-être donner encore un tout petit peu de munitions aux Ukrainiens? C'est absolument pathétique. Nous sommes attaqués. Un allié est attaqué, l'Occident est attaqué. Là, il y a un avion qui s'est écrasé à Vilnius il y a quelques jours. En Lituanie, un avion DHL, il y a eu un mort, 3 blessés. Les Allemands aujourd'hui disent qu'ils ont des informations
qui montrent vraiment, qui pointent du doigt vraiment la piste russe. Ils n'ont pas la preuve à 100%. Mais personne ne parle du fait que la piste russe est celle qui est la plus probable dans cette enquête. Il y a eu un sabotage, une bombe dans un avion. Enfin, ça ressemble à une bombe, en tout cas. Pour le moment, les enquêteurs vont dans cette direction. Dans un avion qui partait de l'Allemagne à la Lituanie, donc des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Un accident d'avion. Et on en parle. Ça fait très peu de bruit, ça. Et on a fait un tout petit, ça a fait un tout petit peu de bruit il y a 3 jours. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a des câbles sous-marins qui ont été coupés. Maintenant, ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé, mais pas vraiment. Vous savez. Ça, on n'a pas. En fait, moi, j'ai vu la dernière information, comme quoi c'est un bateau chinois. Un bateau chinois qui venait de Russie avec un capitaine russe. Non, pas un capitaine russe, c'est celui qui montre le chemin. Et puis il y avait un navigateur russe, un navigateur russe. Pas un navigateur. Quand tu sors du port, on te prête un fonctionnaire qui te montre comment sortir du port. Enfin, en russe, on dit lotsman. Mais c'est pas un navigateur. Et après, il sort, en fait, et part, et le bateau part, suit son cours. Mais c'est la beauté de tous ces actes de sabotage, c'est qu'on ne peut pas à 100% attribuer à un acteur X ou Y. Il est bien fait. Quand il est bien fait. Il y a toujours des petites questions. Et donc, finalement, vous savez, c'est comme un pétard mouillé, ça fait un petit peu. Après, quand ils envoient des Moldaves déposer les cercueils au pied de la Tour Eiffel, on le retrouve. Hein, donc, ou les étoiles. Les étoiles de David dans les rues de Paris, on les a retrouvées. Mais bon, après, ça a fait un bruit quand même. Donc, on sait, on publie, mais apparemment, en fait, le public n'est pas ému et ému par ça. Non, il est bien plus ému par des histoires de sexe ou d'argent. Alors, il nous reste quelques minutes, Samantha et Sergueï. On ne va pas faire des prédictions, mais comme vous êtes quand même des analystes extrêmement fins, que vous voyez les forces en présence, j'aimerais bien que vous teniez, si c'est possible, votre vision de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, avec notamment l'arrivée de Donald Trump, qui va vouloir faire un coup. En tout cas, et aller au bout de sa démarche. Il avait expliqué que lui, la guerre, il faisait des deals et qu'il saurait mettre fin à la guerre. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette guerre dans les prochaines semaines? Quelle est votre vision? Au niveau d'analyse, Donald Trump, c'est le cauchemar de tous les analystes. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prévisible, c'est quelqu'un qui ne sait pas lui-même ce qu'il va faire dans une minute, et en plus, qui va se contredire dans 2 minutes après. Ce qui veut dire qu'on ne peut absolument pas prédire, sauf qu'il est imprévisible et qu'il peut... Il n'est pas tout seul, il y a quand même une administration. Justement. Il y a les militaires américains qui sont... Pour le moment, je vous rappelle, parce que là, on est parti aussi dans le délire, et après, je finis, je donnerai la parole, je laisserai la parole à Samantha. En fait, on est parti dans le délire. Donald Trump rentre dans son poste le 20 janvier. Hein. Ça veut dire qu'il a nommé personne. Hein. Il n'a aucun spécialiste qui est nommé déjà à son poste. Donc, personne ne dit déjà qu'il va arriver dans 2 mois à son poste, parce qu'il est vivant aussi. Il peut tout simplement mourir. Et à ce moment-là, on se retrouve avec Vance, et la situation sera encore pire, à mon avis, qu'avec Trump. Mais les gens, vous avez vu qui l'a proposé comme spécialiste cette fois-ci. Avant, à sa première cadence, il y avait des grands républicains qui étaient les gens qui sortaient des institutions. Maintenant, on a l'impression qu'il choisit n'importe qui. Il choisit un anti-vaccin pour le ministre de la Santé. Il choisit quelqu'un qui viole les mineurs pour Attorney General, etc., etc. Il choisit Elon Musk son conseiller principal. Tous les deux téléphonent à Poutine toutes les semaines. Musk achète Twitter avec de l'argent quasiment russe, etc., etc. Donc personne ne peut prédire par rapport à ça. Bon, moi je vais essayer de répondre avec... Alors, les prochaines semaines vont être très difficiles pour l'Ukraine. Là, je pense que Poutine va mettre le plein paquet pour détruire les infrastructures énergétiques et essayer de grignoter le plus de terrain possible. Ça, c'est entre maintenant, 29 novembre et 20 janvier. Ensuite, hier, Trump a annoncé que son envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie sera quelqu'un qui s'appelle Keith Kellogg. Keith Kellogg a déjà fait connaître
d'abord, il connaît bien l'Ukraine. Il y est allé plusieurs fois. Il est plutôt, on va pas dire pro-ukrainien, mais c'est quelqu'un qui a des idées qui ne sont pas complètement folles sur la façon de terminer cette guerre. Une chose qu'il a écrite dans un papier au mois de juillet cette année, il a dit que son plan de paix serait de dire à Poutine, si tu ne négocies pas avec l'Ukraine, on va armer l'Ukraine jusqu'aux dents, et de dire à Zelensky, si tu ne négocies pas avec Poutine, on va t'armer jusqu'aux dents. Alors, ça ne nous mène peut-être pas très très loin en termes de comment la guerre va se terminer, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il ne veut pas que l'Ukraine ait une mauvaise paix et qu'il ne veut pas que l'Ukraine soit abandonnée, qu'il pense que ce sera impossible à court terme pour l'Ukraine de reconquérir les territoires qui ont été pris, qu'il serait pour que l'Ukraine mette sur le côté pendant un certain temps son désir de rejoindre l'OTAN, mais qu'en échange, l'Ukraine aurait des garanties de sécurité. Alors, on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, ces garanties de sécurité. Celles qu'elle avait avant ne valaient rien, on l'a bien vu, on ne valait pas grand-chose. Mais on sent chez cet homme, et j'ai beaucoup lu tout ce que j'ai pu trouver sur lui ces derniers jours, je le connaissais déjà avant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Contrairement à toutes les autres nominations que Sergueï a menées, qui sont vraiment mais lunaires, lui, c'est quelqu'un qui est respecté par les républicains et par certains démocrates. C'est quelqu'un qui a une expérience de terrain, c'est quelqu'un qui a un passé militaire. Donc, avec lui, le fait que Trump l'ait nommé lui, alors c'était pas forcément son premier choix, il avait un autre choix. Les désigner. Il n'a pas nommé. Hein. Alors, il n'est pas encore confirmé dans sa position, mais son autre choix était quelqu'un qui était très proche de l'extrême droite, qui était un ancien ambassadeur en Allemagne, qui était vu qui était venu avec assez de crainte par les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont plutôt positifs par rapport à Keith Kellogg. Donc, je crois que personne ne sait, là je suis entièrement d'accord avec Sergueï, et que Trump lui-même ne sait pas ce qu'il fera. Et puis il faut aussi se prendre en compte qu'il y a deux autres personnes qui doivent être au moins d'accord sur une éventuelle négociation, c'est Poutine et Zelensky. Et troisièmement, le peuple ukrainien qui, à mon avis, n'importe quel accord qui sera signé, il y aura une énorme pression pour que Zelensky le soumette à une forme de vote ou de référendum, ou même que ça passe par des nouvelles élections en Ukraine pour que ce ne soit pas Zelensky qui signe. Donc, il y a beaucoup de flou, mais ce qui semble certain, c'est qu'en tout cas, il y aura des choses concrètes mises sur la table, et qu'on ne va pas avoir l'espèce de cacophonie qu'on a eue de la part de Biden, qui était « on aide, mais on n'aide pas, mais pas trop ». C'était, pour moi, le pire des mondes. C'était d'aider juste assez pour que l'Ukraine ne meure pas, mais pas assez pour qu'elle survive vraiment. Bien, on va terminer sur ces paroles semi-raisonnables, enfin assez quand même... qui laisse penser que la raison peut gagner. Sergueï, quelque chose Moi, je suis pessimiste, donc parce que alors, en fait, non, mais parce que je suis pessimiste parce que Samantha a parlé beaucoup de ce conseiller, mais je vous rappelle que Trump n'écoute jamais ses conseillers. Et en fait, c'est lui qui va mener les pourparlers direct à Poutine. C'est sa façon de faire. C'est la façon d'ailleurs de Poutine qui correspond à celle de Poutine. Et en fait, ils vont essayer de nous faire deux grands chefs de deux superpuissants décident pour le monde entier ce que le monde entier doit faire. Et bien évidemment, en oubliant que Zelensky et l'Ukraine existent et que le peuple ukrainien existe. Pour Poutine, Zelensky déjà comme partenaire n'existe pas. En fait, il est revenu récemment. Oui. Il a dit, en fait, il a aucune légitimité. En fait, c'est quelqu'un qui ne doit pas même être là. Donc, Poutine a montré clairement qu'il veut pas négocier avec Zelensky. Donc, je vois mal comment Trump réussira d'ailleurs à mettre ensemble Poutine et Zelensky, puisque Poutine ne veut pas avoir Zelensky face à lui. Très bien. On se retrouvera au début 2025 pour voir un petit peu ce qui se passe fin janvier et pour regarder un petit peu comment cette situation... Et puis les 3 ans de guerre bientôt, le 24 février. De 3 ans de guerre. Pendant ce temps-là, 3 ans de guerre et comme vous l'avez dit, un hiver très difficile encore qui s'annonce pour les Ukrainiens. Merci Samantha, merci Sergueï d'être venu à l'Air du Temps en direct sur Radio RCJ. Merci beaucoup. C'était l'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur 2, de 12h à 13h sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission. RCJ
c'est Eric Toledano et Olivier Nakache. On est particulièrement fiers et heureux d'être les parrains de la campagne de la Tzedaka 2024. Et on vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle au Palais des Congrès.